Monsieur Joannet, un seul homme peut-il réellement changer l'histoire? Et donc la question serait différente si vous me citiez un exemple en disant c'est que cet homme a changé l'histoire à lui tout seul, mais je ne crois pas qu'il y ait d'exemple. Alexandre le Grand, Gorbatchev? Ah, vous répondez à ma question, c'est bien ça. Oui, de ce point de vue, pas l'histoire de l'humanité prise dans son ensemble et dans le temps, mais moi, mes grandes références, c'est Mandela. C'est quelqu'un qui est un ami très proche, et là ça a été assassiné, qui est Chibaou. C'est incroyable le rôle qu'il a pu jouer. Un peu de Gaulle de la période Algérie. C'est quand même entamer un processus de décolonisation en France, c'était pas imaginable avant. C'était pas imaginable. Alors que l'Inde, l'Angleterre. Oui, donc un homme peut à un moment de l'histoire, mais je ne dirais pas toute l'histoire. C'est pour ça que je dis que j'étais gaullien, mais pas gaulliste. Gaullien, c'est une période précise pour moi. Oui, c'est clair que celui qui provoque l'étincelle, qui va faire que quelque chose se déclenche, oui, c'est... Moi, je vois par exemple, quand on a créé le syndicat de la magistrature, on était une petite poignée, on devait être 5. On y croyait à peine, mais... Bon, alors c'est pas l'ampleur d'un changement historique à la Mandela, hein. Mais du point de vue de l'analyse de sociologie politique et un peu le sens de votre question, la réponse est oui, un le peut pour une période donnée. Et à condition qu'il t'en devienne une fois qu'il a fait le changement. Il peut griller sa propre œuvre, en fait, en tournant mal. Oui, ou quand il change ceux qui sont l'objet ou la victime du changement, donc les réactionnaires. Dans un premier temps, ils sont un peu dépassés, mais après ils s'organisent. Comme je dis, la réaction s'organise toujours dans un deuxième temps. C'est pour ça que c'est très important de le faire tout dans 6 mois, 1 an. Et après. La vitesse oblige ensuite à la réaction aussi. Non, c'est ce que Rocard appelait l'effet d'accélération. C'est qu'il y a un moment historique où vous avez un changement qui va se produire, il y a une conjoncture, il y a une opinion, il y a un événement. Et là, vous pouvez avoir un effet d'accélération dont il ne faut pas avoir peur. C'est une chance qui passe. Elle peut échouer, mais... Et il y a eu un peu de ça en 81. C'est vrai que les années Mitterrand après, on a beaucoup écrit, mais je les ai vécus, puisque j'étais à Matignon dès le début. Il y a eu un effet d'accélération énorme, et je pense que si ça n'avait pas été fait dans un premier temps très vite, ça n'aurait pas été fait. C'était l'abolition des tribunaux militaires, la court-sûreté de l'État, le statut d'objecteur de conscience qui a été démocratisé, la peine de mort, les radios libres qu'on appelait libres à l'époque. Maintenant, bon, mais il ne faut pas oublier que Mitterrand était inculpé pour Radio Riposte, qui était la radio libre du Parti Socialiste, et il était président de la République. Et là, on a ramé. Il y avait la décentralisation qu'on mettait en place, on travaillait jour et nuit. Pendant 8-9 mois, c'était pas infernal, c'était paradisiaque, parce que c'était le changement. Mais c'était un effet d'accélération. Parce que vous commencez des réformes qu'on ne croyait pas possibles avant, et puis la droite est éloignée du pouvoir, pas écartée, elle est éloignée, et vous subitement, vous dites, mais tiens, mais est-ce qu'on le fait? Alors je ne ferai pas de confidence, mais j'ai eu des petits coups de fil de ministres qui disaient, est-ce que c'est un peu prématuré, est-ce qu'on ne va pas trop vite? Là, il a eu raison de jouer l'effet d'accélération. C'est ce qu'on ne fait pas au début, on ne le fait plus après. Ces fameux 100 jours de grâce, c'est un petit peu ça?
d'un président. Non, les 100 jours de grâce, ça se pose dans tous les cas. Et les 100 jours de grâce, c'est souvent la grâce parce qu'il n'y a pas de conflits sociaux, parce qu'il y a mais quand vous passez à des réformes qui remettent en cause vraiment ce qui a été mis en place avant, parce que la sûreté de l'État, c'était énorme. Enfin, le statut d'objecteur, c'était décidé par l'autorité militaire qui sondait les reins et les cœurs. C'est devenu automatique quand on fait la demande. C'était long, hein. Les radios entièrement contrôlées par l'État. Il y avait un ministère de l'Information, etc. Et là, c'est pas seulement un état de grâce. Je pense que c'est que l'effet d'accélération fait que la réaction n'a pas le temps de s'organiser pour l'empêcher. Après, oui, elle s'organise. Je respecte la réaction, je ne prends pas au sens tellement des sens réactionnaires, mais c'est un monde qui s'écroule. C'est beau d'ailleurs. Ça ne dure pas très longtemps. Mais il y a des acquis qui restent. Hein. Moi, c'est des moments jouissants, oui, ça. Ouais. Alors là, c'est un cas où on dépassait le pratiquement possible, tel qu'on l'avait vécu jusqu'à 81. On s'était battu, on avait eu des petites avancées sur des petites choses, et puis d'un seul coup, on n'atteint pas l'idéalement souhaitable, ce qui serait le monde idéal, mais on n'y croyait pas, on en rêvait et on y arrive. Et c'est là où vous voyez qu'il y a des ministres qui commencent à renoncer à l'idéalement souhaitable, à la trajectoire vers l'idéalement souhaitable. Je me souviens en particulier pour la suppression de la Cour sûreté de l'État. De fortes réticences du ministre de la Défense, un peu du ministre de la Justice. Mais alors il y a un côté, comme explique cette journaliste Naomi Klein, qui parle de la théorie du choc. C'est ça, pardon. Naomi Klein, qui parle de la théorie du choc, la choc thérapie, et qui dit que justement, alors quand c'est fait pour de la bonne volonté, c'est génial parce que ça donne des beaux acquis à l'ensemble. Mais quand c'est fait de façon, par contre, comme on disait tout à l'heure, c'est un coup d'État et la vitesse ou l'effet d'accélération. Il y a les chocs régressifs et Voilà. les chocs constructifs. Voilà. Ce qui a été un peu un choc, par exemple, c'est les premières mesures prises par Rocard sur la Nouvelle-Calédonie. Toutes premières mesures. C'était un coup de génie, quoi. On est dans une situation effroyable où il y a eu des morts, l'assaut de la caverne, l'autorité militaire, vous voyez d'un mauvais œil des éventuels accords de paix. Et Rocard a créé un choc, en créant cette commission du dialogue qu'il a envoyée sur place et qui, en quelques semaines, aboutit aux accords Matignon. Et là, c'est dans l'effet de choc, il ne faut pas que ce soit un choc choquant, si vous voyez ce que je veux dire. Il fallait ménager quand même les gens qui étaient responsables de cette situation. Et la manière de ménager, c'est de montrer que il faut qu'ils respectent l'inéluctable. On peut écouter les arguments, d'où il y a eu des dérapages. Et je pense qu'un des coups de génie de Rocard, c'est qu'il a conservé, chef de son cabinet militaire, celui qui était du temps des incidents de Nouvelle-Calédonie et qui a eu un comportement républicain, je dirais. Et ça a beaucoup aidé. Parce que si vous avez une coupure totale avec l'équipe militaire d'avant, ça crée un antimilitarisme chez ceux qui ne sont pas militaristes, et puis l'inverse de l'autre côté. Mais enfin là, je m'éloigne. Non, mais tout ça, ça a changé le cours de l'histoire avec un grand et un petit H, selon les événements, quoi. Oui. Là, et apparemment, j'imagine que les Calédoniens s'en souviennent de ce que vous avez dit. Oui, l'homme clé a quand même été Tjibaou. Moi, le hasard de la vie fait que je le connaissais d'avance. Parce que moi, je coordonnais depuis Paris, pas l'aspect, c'était pas moi le patron, mais il y avait un gros problème de coordination avec cette commission du dialogue, les ministères. Et avec le décalage horaire, j'avais même un lit à Matignon. Parce qu'au début, j'appelais les gens à 3h de l'après-midi et j'ai réveillé en pleine nuit. Il y a 12 heures de décalage. Non, là, enfin, il y a le cas le plus exemplaire quand même, Mandela. Comment pouviez-vous imaginer que l'apartheid tomberait par quelqu'un qui était en prison? Quel charisme, quelle force.
Gorbatchev, oui, c'est bon, il y a aussi, même s'il n'est pas devenu champion des progressistes, les Joanais, ça, que j'ai connu à une époque. Et Gandhi. Gandhi. Donc, Non, mais il transforme une période de l'histoire, mais pas le monde dans l'immédiat, peut-être dans 10 000 ans, je ne sais pas. vous pensez qu'un jour, dans quelques siècles, on aura un gandhisme type christianisme qui se révèle quelques siècles après le Messie? Est-ce qu'il y aura un Deus Ex Machina qui va apparaître dans mes rêves? Je ne sais pas.